Non, quand je vois la photo et que j'essaye de faire un lien avec la conférence précédant la mienne, où il y avait la génération alpha, X, Y, Z, moi je suis donc la génération W. Et donc, je vais essayer de vous faire un exposé, mais vous allez comprendre la situation dans laquelle je me trouve. Tout ce qui a été dit avant moi l'a été bien dit et intelligemment. Alors, comment prendre la parole au terme de 2 jours où vous êtes donc gavé d'informations intelligentes, probablement un peu fatigué, certainement fatigué, et vous faire part de l'état dans lequel je me trouve. Parce qu'en l'occurrence, je participe régulièrement à des colloques, mais à part m'écouter moi, je n'écoute pas véritablement les autres conférenciers. Or, aujourd'hui, pendant 2 jours, ils m'ont mis au travail à présenter les autres, donc j'ai dû écouter, donc je suis dans un état de confusion mentale assez avancé. Alors, pour vous dire de quoi je vais vous parler, à la pause ici, je suis sorti de l'hôtel et je suis donc belge, avec des origines hollandaises. Donc la montagne la plus haute du Benelux, donc de la Belgique, de la Hollande et du Luxembourg, fait 672 mètres. En sachant que la Belgique est le pays du monde qui est le niveau le plus bas de la mer, parce que sinon on était à 671 et quelques centimètres, et pour arriver à 672, on a abaissé le niveau de la mer. Donc partout au monde, le niveau de la mer a une certaine moyenne, sauf en Belgique, où on a vraiment pris la mer lorsqu'elle est quasiment au pied de la Grande-Bretagne pour arriver à... Et je pensais à cela en regardant vos montagnes, qui pour moi est un monde inconnu. J'étais là au soleil à les regarder, admirables dans leur lumière, mais c'est un monde que je ne connais pas, c'est un monde que j'ignore. Par contre, je pourrais vous parler de la côte belge, de la mer dans mon pays, qui ne ressemble à rien aux mers des autres pays, parce que la mer a une couleur un peu soupe aux choux. Le sable n'a pas la même texture, il est plus gras. Et il y a 60 km de plage et 60 km d'immeubles. Il y a de temps en temps une petite ruelle qui permet de passer. Et le spectacle ne peut plaire qu'à un Belge. Vous avez donc ces immeubles, un endroit où passent les voitures, un endroit où passent les cuisses-taxes. Ce sont donc des objets sur lesquels on fait fonctionner ces cuisses en avançant, en pédalant. Et on paye pour ça, quiz tax. Une partie où on marche, et dans cette partie-là, il y a un mélange d'odeur de gaufres avec de la crème fraîche, de frites et d'huile solaire. Le tout donne un parfum qui ne plaît qu'à ceux qui, dans cet univers-là, se sentent chez eux. Mais je voudrais vous demander de faire un petit effort avec moi. Il est 5 heures du matin. Vous êtes sur cette plage. La lumière n'est pas encore totalement éveillée. Elle est encore un tout petit peu brumeuse. Vous vous êtes assis sur le sable. Il est encore un peu humide de la dernière marée qui a quitté ce sable. Au loin, vous entendez la mer, les vagues qui se fracassent. Vous entendez les oiseaux. Vous êtes pris dans les embruns portés par le vent. Un léger frisson vous fait, parce que bon, en Belgique, quand il fait 20 degrés, c'est une période caniculaire. Et dans cette lumière, ce clair-obscur, vous ne distinguez pas véritablement les choses. Et là, 2 options vous sont proposées. La première, c'est de vous laisser simplement porter par les événements, ou au contraire de dire, c'est la mer, c'est le sable, c'est les mouettes, le vent, les embruns, le bruit des vagues. Vous pouvez nommer les choses, les désigner par des mots, les assigner par ces mots. Au contraire, vous pouvez vous laisser porter par les événements, ne pas véritablement essayer de les saisir, de les catégoriser. Vous pourriez essayer simplement de vous laisser porter par ce que vous ressentez, pas spécialement les émotions, ce qui vous traverse, le fait que d'être assis sur ce sable vous humidifie un tout petit peu les fesses, que peut-être vous avez un peu froid au bout des oreilles, ou du nez pour ce qui me concerne. Ou bien vous pourriez dire « Ah ben oui, j'entends la mer ». Mais voyez, quand on utilise un mot pour désigner une chose, on l'assigne, on l'enferme. Le mot, qui est un outil, enferme ce que l'on veut dire dans un mot défini. Or,
Actuellement, dans le monde dans lequel nous sommes, les mots sont abîmés, sont fondamentalement abîmés. Trump et tous les ignobles personnages, excusez-moi, qui sont sur le devant de la scène, abîment les mots que nous utilisons parce que, voyez-vous, on est confronté à des mensonges inlassables, à ce que les Américains appellent des bullshit, et à ceux qui les produisent des bullshitters, c'est-à-dire que les mots, qui sont des outils, qui sont des à peu près, qui sont des tentatives de dire quelque chose tout en sachant que le mot n'atteint jamais véritablement sa fonction, j'y reviendrai par la suite, ces mots sont abîmés par ces hommes qui viennent nous dire que les mots, on peut les dire à n'importe quel prix, sans faire attention à l'autre, on pervertit la manière de penser les choses. Alors après 2 jours de conférence, où je voulais vous parler d'une émission intellectuelle qui s'appelle « Mariée au premier regard ». Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, c'est cette femme qui rentre dans une mairie, je ne sais pas si on dit une mairie ou enfin un endroit où on se marie, je ne sais pas comment on dit en Suisse, et tombe sur le mec qui va être donc celui à qui elle va dire oui dans la demi-heure. Et le couple a été inventé par des psychologues qui ont calculé la compatibilité, basé sur un concept barbare qui est l'un aime les petits pois, l'autre aussi, ça clope. Même pas sur l'idée, un aime la balançoire, aime l'autre, aime pousser la balançoire. Non, ils aiment bien tous les deux se balancer sur une balançoire. Donc c'est l'horreur du couple parfaitement symétrique où quand l'un a soif, l'autre aussi. Mais c'est des scientifiques derrière, des psychologues, parce que moi je suis donc porteur d'un diplôme, je suis licencié en sciences psychologiques et pédagogiques, je suis donc scientifique. Et donc je peux calculer par des modèles divers et variés, calculer les choses, ce qui est une monstruosité. Je voulais vous parler d'une série TV qui s'appelle Les Experts, où des gens savants, à l'air d'une crotte de nez, savent vous dire si votre grand-père a débarqué en Normandie. Ou une cendre de cigarette, ce que vous pensiez lors de la réunion. Je voulais vous parler de la vulgarité des comptables, qui nous proposent de calculer tout, de comptabiliser tout, de la tyrannie des chiffres et des modèles, du fait qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, dans les services de soins, on protocolise le soin, on calcule le soin, on invente des modèles qui sont ceux que l'on doit avoir pour penser. Vous savez que donc, quand vous faites un deuil, il y a 7, ça dépend les modèles, 7, 3 ou 9 étapes. Donc, vous devez d'abord être dans la stupeur, puis dans la tristesse, puis dans le déni, puis dans la joie. Mais j'ai une dame en thérapie qui est veuve depuis 60 ans. Elle a absolument bien réussi son deuil, mais elle parle de son mari mort il y a 60 ans. De manière assez régulière. Elle trouve même que son caniche lui ressemble un peu. Et pourtant, cette femme a absolument bien réussi son deuil, mais pourtant, elle ne répond pas au modèle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si elle ne répond pas au modèle, c'est qu'elle a donc une pathologie, un deuil pathologique. Je voulais vous parler de tellement de choses, mais en réalité, je me suis dit qu'après ces 2 jours de conférence, le mieux que j'avais à faire, c'est de me taire. De me taire parce que, voyez-vous, tout est dit. Je ne pourrais que rajouter du bruit. Tout est dit. Tout ce qu'il y avait d'intelligent à dire est dit. Que pourrais-je rajouter si ce n'est des répétitions? Mais au fond, si je vous rapportais du bruit, peut-être serais-je en train de faire ce dans quoi nous sommes, c'est-à-dire dans un univers de bombardement inlassable d'informations sur tout et tout, à tel point que nous sommes envahis par les réseaux, par ces émissions qui dévoilent l'intime dans des téléréalités ou dans cette émission sur laquelle je vous invite à suivre les informations sur les réseaux, parce qu'avec Robert Neuburger, dans quelques mois, nous passerons à Lyon de son bombardement médiatique, et je vais faire une conférence sur Mariée au premier regard, 1 heure. Donc je vous invite à venir, où tout est exposé, où tout est dévoilé, l'intime n'existe plus, tout est dit, on sait tout sur tout, et on confond le mot inouï à inouï. Lorsque je suis sur la plage et que je décide de ne pas nommer les choses, j'appréhende l'inouï. Aujourd'hui, l'inouï, voyez-vous, il est traité par les journalistes au travers de l'extravagant, de ce qui est inouï. Incroyable, Trump a encore une tache rouge dans le cou.
et probablement quelques pellicules. Et donc, ça va faire la une des journaux, c'est l'inouï. C'est incroyable. Alors qu'inouï, étymologiquement, c'est ce qu'on n'entend pas, ce qui est pas ouï. Inouï. C'est donc cette part du monde qui nous échappe, qui échappe au verbe, et qui, naturellement, est le territoire de créativité des hommes. Et on a perverti ce mot. Alors, comment faire dans un univers où les verbes sont à ce point pervertis, où ce qu'on nous présente est un bombardement inlassable de conneries phénoménales, et nous n'avons plus jamais accès à l'inouï. Alors, je ne suis pas un homme sérieux, à la contrario de mes deux confrères, mes deux compatriotes qui ont un machin là, un PowerPoint, et que c'est structuré. Moi, ça l'est pas. On est pourtant, enfin, elles sont wallonnes, je suis flamand, peut-être que c'est ça qui fait. Je n'ai pas cette chose-là. Je me suis dit, non, je vais leur dire que je vais me taire. Je vais leur laisser l'occasion de prendre le soleil et partir, parce qu'au fond, je ne pourrais ajouter que du bruit. Sauf, peut-être, à vous parler du bruit. Ce à quoi nous sommes constamment soumis. Avec une petite hypothèse du systémicien, c'est que peut-être que le silence qui auparavant se parait de silence, aujourd'hui le silence se pare de bruit. Le silence se dissimule dans le bruit. Le bruit, c'est un mot intéressant, hein, étymologiquement, ça vient de braire et de rugir, cette chose qui inlassablement nous pollue les oreilles, l'esprit, les yeux, et qui fait que certains d'entre nous s'éloignent, se mettent à l'abri, se retirent du monde, vont vivre dans les montagnes, loin des réseaux sociaux et autres maladies de la modernité. Et moi, je pense quelque part que, comme je suis de la génération W, quand j'ai commencé, je ne suis pas tout jeune, quand j'ai commencé à faire thérapeute de famille, il m'arrivait de recevoir des femmes ou des hommes qui me disaient, après 2 ou 3 ans de psychothérapie, je vais quand même vous avouer quelque chose. J'ai été dans mon enfance abusé sexuellement par mon père, mon frère, mon oncle, le voisin, le curé ou le prof. Le mot avouer était particulièrement intéressant parce que le mot avouer témoignait d'une faute. Je vais vous avouer ce qui m'est arrivé. Mais il me fallait 3 ou 4 ans de psychothérapie intense pour que la confiance et le lien soient suffisamment élaborés, que pour ce dévoilement ait lieu, alors qu'aujourd'hui, il n'est pas rare qu'une dame ou un homme rentre dans mon bureau. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul. Enfin non, pas Jean-Paul. Oui, Jean-Paul, il n'y a pas de Jean-Paul. Je m'appelle Jean-Paul, j'ai été abusé sexuellement à 4 ans, mais on m'a dit que j'étais très résilient. Qu'est-ce qu'on fait avec un tel truc qui est balancé comme cela? Et quand vous écoutez ces gens, quand vous allez à la rencontre, c'est un peu comme quand ils vous disent ça, il n'y a plus rien à dire. Tout est dit. À quoi ça sert encore d'en parler? Je vous le dis. J'ai fait des études d'avocat, j'aime bien le coca, et j'ai été abusé à 4 ans. Et à plus en parler. Parce qu'il y a un paradigme que cette modernité nous propose, c'est que lorsque l'on dit ce qui nous est arrivé, lorsque l'on dit, est-ce qu'on dévoile la vérité, ça va bien. Donc avant, ça allait mal lorsque se taisait. Maintenant, ça va bien si on parle, ce qui naturellement est fondamentalement absurde. C'est pas parce qu'on dévoile les choses que les choses, pour autant, sont réparées et qu'on peut vivre confortablement. Alors, comme j'ai décidé de me taire, je vais donc continuer, en essayant de vous démontrer ce que je veux essayer de dire par rapport à ça, c'est-à-dire que la modernité nous propose aussi des choses qui, moi, j'aime beaucoup d'écouter les commentateurs sportifs. Je ne connais rien en foot, je ne connais rien en cyclisme, mais les commentateurs sportifs sont absolument croustillants. Par exemple, quand il y a une course en vélo, celui qui part devant, il s'échappe. Donc c'est-à-dire qu'il est oppressé par le groupe et donc il s'échappe. Et puis il sort sa pelle et il creuse l'écart. Hein? Et puis va venir le gros du peloton, c'est-à-dire l'obèse qui suit. C'est la même chose en football. En football, vous avez, on tend le micro à un présentateur, à un joueur de football. C'est absolument croustillant. Écoutez, ils vont vous dire aujourd'hui on a joué au football. Bah oui. On a vraiment joué au ballon. Bah oui. Mais aujourd'hui on a vraiment été nous-mêmes. Hier on était quelqu'un d'autre. Aujourd'hui on est vraiment nous-mêmes. C'est des expressions absolument extraordinaires.
Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans le fait de parler et de raconter des histoires, ce qui est important, c'est de savoir que derrière tout ça se glisse une petite idée dévastatrice que l'hypermodernité, l'hyperconnectivité, si je dis une connerie, il faudra me corriger. Je pense quelque part qu'il y a des coachs. Alors, dans les mariés au premier regard, ils sont magnifiques. Ils ont l'air sérieux. Ils reçoivent le type qui va bientôt se marier ou la nana qui va bientôt se marier. Et puis le type dit « j'ai des angoisses ». Et alors, ils font une interprétation absolument extraordinaire. Ils disent « ça serait bien que tu te débarrasses de tes angoisses ». Le type dit « ah ben oui, j'y avais pas pensé. C'est une idée, tiens. Ah ben oui, je vais cesser d'être angoissé ». C'est totalement ridicule. Les coachs disent aussi « il faut vraiment être vous-même » ou, et c'est là l'horreur que cette modernité nous pose, oublie ton passé. Il est derrière toi, ne t'encombre pas de cela, va de l'avant. Ça ne sert à rien, tu ne peux rien y faire, c'est passé. Ce qui est de la connerie en boîte. Vous voyez, dans mes lectures de psy, il y en a un qui me passionne, c'est Bergson. Bergson qui est un grand écrivain du rire, mais aussi de la mémoire. Bergson a repris la proposition de Descartes. Vous savez, Descartes dit « je pense donc je suis ». Et Bergson dit « je me souviens, donc je suis ». Cette inversion épistémologique est fondamentale parce que ça donne à la mémoire, à la constitution de ce que nous sommes, une place importante. Et souvent, nous recevons des gens en consultation qui nous déballent leur histoire et ils disent « voilà, vous la connaissez, passons à autre chose ». Et je me rappelle inlassablement cette petite phrase de Bergson « il y a une différence fondamentale à vivre avec son histoire que de vivre dans son histoire ». Je crois que c'est là que les systémiciens que nous sommes ou les intervenants psychosociaux que nous sommes, quelle qu'en soit la grade ou la qualité, ça importe peu, nous sommes capables de travailler pour justement permettre ce léger décalage, de passer de dans à avec. Pour ce faire, on doit désobéir fondamentalement. Alors, je vais quand même un tout petit peu déconner avant ça, si vous me permettez. Vous connaissez probablement cette blague d'un homme qui dit à l'autre « tu connais mon fils ?» Il dit « ben oui, j'ai été à sa bar mitzvah. Ben, tu vois mon fils, je l'ai envoyé à Jérusalem pour qu'il devienne un bon juif et il est revenu catholique. » Ah bon, dit, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que moi j'ai envoyé mon fils à Tel Aviv pour qu'il devienne un bon juif et il est revenu, il était catholique. Ah, il dit tous les deux, on va aller voir le rabbin. On va voir le rabbin, ils disent au rabbin « écoutez, tu connais nos deux fils. » On les a tous les deux envoyés en Israël pour qu'ils deviennent un bon juif. Et ils sont revenus catholiques. Le rabbin dit ça. C'est troublant ce que vous me racontez là. Parce que vous connaissez mon fils. Mais il dit oui. J'ai envoyé à Haïfa pour qu'il devienne un bon juif. Il est revenu, il était catholique. Ah bon, qu'est-ce qu'on va faire? Le rabbin dit je vais demander à Dieu. Donc il appelle Dieu. Il dit Dieu, on a un problème là tous les trois. On a envoyé tous les trois notre fils en Jérusalem, en Israël, pour qu'il devienne un bon juif. Et il est revenu catholique. Et là, Dieu dit, c'est étrange ce que vous me racontez là, parce que vous connaissez mon fils. Alors, quand vous comprenez cette blague, si vous regardez bien, elle n'est absolument pas antisémite ni rien que ce soit. Ce qu'elle est, c'est que la fin, vous la complétez vous-même. J'ai absolument pas nécessaire pour moi de vous raconter la fin de la blague, vous l'avez complétée. La fonction de l'humour est de créer des espaces creux dans lesquels on plonge pour faire fonctionner ce qui vit en nous. C'est un outil qui ouvre l'esprit et on joue avec les mots. Et jouer avec les mots, c'est le contraire de ce que Trump et ses clones font, c'est de nous rappeler que les mots sont des outils et qu'il est nécessaire de pouvoir jouer avec eux. C'est une manière, naturellement, de faire éclater cette bulle de vérité dans laquelle nous sommes plongés avec une hyper-certitude. Alors, je vais me permettre encore de vous maltraiter. C'est là que je vous prie de m'excuser. C'est un rébut. Mon premier est un assassin. Mon deuxième est un assassin. Mon troisième ne rit pas jaune. Mon quatrième n'est pas rapide. Et mon tout est le plus grand écrivain
de la langue française. Alors, mon premier est un assassin, c'est Vic, parce que victuaille. Mon deuxième est un assassin, c'est Thor, parce que Thor tue. Mon troisième ne rit pas jaune, c'est U, parce que urinoir. Mon quatrième n'est pas rapide, c'est Go, parce que Go est lent. Et mon tout, ça fait Victor Hugo. Alors je vous prie de m'excuser, mais ça pour montrer combien les mots, on doit se rappeler que ce sont des outils, ce ne sont pas des vérités, ce ne sont pas des certitudes, ce sont des outils qu'on prend pour essayer d'appréhender quelque chose, de vivant, qui n'est pas assigné à résidence. Pourquoi j'ai dit Victor Hugo? J'en ai d'autres, hein, si vous voulez. Il y en a une qui est bien. Avec mon premier, c'est un prénom masculin. Mon deuxième, c'est un grand fait historique ou un animal dangereux de la savane. Mon troisième est un assassin. Mon quatrième est une note de musique. Et mon tout est une grande ville d'Allemagne. Alors, mon premier est un prénom, c'est Mu, parce que Mu, c'est Alfred. Mon deuxième est un grand fait historique, c'est Seul, parce que Seul fait Rhino, et Rhino, c'est Ross. Mon troisième est un assassin, c'est Li, parce que Li tue Annie. Mon quatrième est une note de musique, Ni, parce que Ni vaut Do. En tout, ça fait Mussolini, qui n'est absolument pas une grande ville d'Allemagne, mais Mussolini en italien, c'est El Duce. En français, El Duce, c'est le Duce, et le Duce, c'est le Dorf. C'est juste pour nous rappeler que les mots, on ne va pas tuer des gens parce qu'ils ont dit des mots qu'il ne fallait pas, parce que les mots sont des outils. Mais on doit les respecter. Et c'est naturellement pourquoi je vous ai parlé de Victor Hugo, parce que Victor Hugo, dans un livre époustouflant, que tout thérapeute, quelle qu'en soit l'obédience, doit lire, c'est Les Misérables, où un jour Valjean, se promenant dans la campagne, a faim. Une branche, un pommier, dépasse le mur de l'enceinte d'une propriété d'un riche bourgeois. Il a faim, il cueille les 3 pommes, il est arrêté par la gendarmerie, il est voleur et il tombe sur le DSM-3, en l'occurrence l'inspecteur Javert. Et l'inspecteur Javert, donc qui a comme son prénom c'est DSM, dit voleur un jour, voleur toujours, bagnard un jour, bagnard toujours. Donc le mot désigne la chose et on ne peut pas le modifier. Lorsque vous volez une pomme, vous êtes un voleur, vous êtes assignation à résidence. Et je voudrais vous présenter 2 petites situations cliniques pour vous montrer comment je me permets de jouer avec ces concepts d'inouï, avec ces concepts de jeu, avec ces concepts de liberté, avec ces concepts de désobéissance et de provocation. Le premier, c'est 2 situations abominables. Je vous préviens, j'ai une clinique qui est toujours un peu spéciale. C'est une dame que je reçois. Elle a 42 ans. C'est une véritable sculpture de beauté, cette femme. Mais quand elle me raconte sa vie, c'est un truc absolument affreux. Entre 0 et 18 ans, cette femme a subi tout ce que l'on peut souffrir comme horreur. Elle a été abusée par son père, elle a été battue, elle a été humiliée, elle a été prostituée par sa mère, affamée. Enfin bon, elle a souffert de tout. À 15 ans, cette femme doit aller faire des courses pour ses parents. Et elle a une idée, elle est brillante, elle est très intelligente. Elle va, en rendant la monnaie, voler quelques petites pièces et mettre cet argent chez une amie à elle. Et elle va économiser un tout petit peu d'argent comme ça, grain de sable par grain de sable. Son projet, c'est de pouvoir avoir suffisamment d'argent que pour acheter un ticket de train, de quoi survivre un tout petit peu, parce qu'à 18 ans, elle va s'enfuir. Elle est intellectuellement brillante, scolairement, son parcours est parfait, ses parents s'en foutent complètement, l'enferment régulièrement dans la cave à charbon où il fait froid, mais elle en profite pour étudier et elle en profite pour apprendre le néerlandais. Ça se passe dans le sud de la Belgique, dans une ville qui... La Belgique n'est pas grande, mais au fin fond de la Belgique, il y a un patelin qui s'appelle Arlon. La réputation d'Arlon en Belgique, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait au courant de la mort d'Elvis Presley. Et donc, dans cette petite ville où elle vit capturée par ses parents, dans un petit village qui jouxte Arlon, elle va 3 à 4 fois par semaine, avec l'indifférence complète de ses parents, suivre des cours de néerlandais. Et à 18 ans, elle a exfiltré de chez elle quelques vêtements qu'elle a déposés chez une amie.
Elle a suffisamment d'argent. La mère de son ami lui passe une petite valise. Et avec ce qu'elle a, le peu d'argent, et ses vêtements qu'elle a réussi à extraire de cela, elle s'enfuit à Bruges. Bruges, vous connaissez, c'est à l'exact opposé de Arlon, c'est dans une autre langue. Et en Belgique, on est tous des migrants, puisque c'est un pays où il y a deux langues et c'est deux cultures fondamentalement différentes, où tout le monde passe plus ou moins son temps à ne pas connaître la culture de l'autre. Et là, elle se fait accueillir dans une structure pour femmes battues. Elle est accueillie, elle est aidée, elle est soutenue. Elle apprend des cours pour devenir sténodactylo. Ça a disparu, mais à l'époque... Et elle va avoir quelques aventures amoureuses, mais qui sont désastreuses. Mais elle termine par avoir son diplôme, elle trouve un travail, elle gagne de l'argent, elle s'en va, elle a un petit appartement. Mais assez rapidement, heureuse qu'elle est en Flandre, elle va, grâce au travail qu'elle a, prendre un emprunt, acheter ce petit appartement, s'y installer et se déployer. Et un beau jour, au-delà d'une troisième ou quatrième histoire amoureuse désastreuse, décider que sa vie sexuelle, sa vie amoureuse est terminée. Et le temps passe, et elle est heureuse. Elle est littéralement heureuse jusqu'au jour où elle croise, dans les rues de Bruges, un homme avec un pantalon. Alors, j'habite dans le Brabant wallon, et dans le Brabant wallon, c'est une partie de Bruxelles, de Belgique. Il y a beaucoup de gens qui ont des pantalons orange, fraises écrasées. C'est très, très chic. Donc, il a un pantalon framboise écrasée, une veste à carreaux. Il est un peu farfelu. Et il lui dit, dans un flamand qui est vraiment assez pauvre, si elle peut lui renseigner la gare. Et elle lui dit, réponds en français, je vais vous y conduire. Et la promenade dure 1 kilomètre, et il est charmant. Et le type, il est vraiment déboussolé, il est un peu perdu dans les rues de Bruges. Et donc, elle le sort du pétrin, elle l'emmène à la gare, et là, il lui dit, est-ce que je peux vous offrir un verre? Et il passe une demi-heure à discuter, et c'est une rencontre agréable. Et pour l'homme aussi, l'homme dit, est-ce que je peux vous revoir? Elle dit, non. Mon vécu des hommes est trop désastreux. Il dit, alors je vous laisse mon numéro et vous m'appelez si vous avez envie. Le temps passe et cet homme l'a un peu touché quand même. Donc elle finit par dire, si vous passez à Bruges, on ira prendre un verre ensemble. La surprise continue, il a une Range Rover orange. Ça arrive, hein, les gens qui ont une image narcissique un petit peu, ils utilisent des prothèses. On a un ami qui a une Porsche jaune. Hein, on lui a offert un gyrophare à son anniversaire. Et donc il arrive avec sa Range Rover orange. Et avec lui, elle va prendre un café et puis se promène dans Bruges. Elle lui explique un peu Bruges. Et l'affaire va se répéter plusieurs fois. Et il est charmant. Elle ne veut pas lui donner son numéro de téléphone, elle ne veut pas lui dire où elle habite. Et il ne cherche pas à savoir. Il lui apporte des fleurs, il lui apporte des pralines, ce qui est absurde à Bruges, puisque si la mer sent la frite et l'ambre solaire et la gaufre au sucre, Bruges sent le chocolat. J'étais surpris par la fréquence avec laquelle Niels buvait pendant son exposé, et à mon sens, il a mis ça dans une gourde pour qu'on ne voit pas le contenu. Donc... Et il continue d'ailleurs. Et ça se répète. Et un soir, il dit, je vous emmène au restaurant. Il l'emmène au restaurant et elle se laisse rapprocher jusqu'à sa rue. Enfin, vous aurez compris, lentement, très lentement, quelque chose se tisse. Un beau jour, il loue une chambre d'hôtel, ils passent la nuit ensemble, elle s'en va vers 4 heures du matin, mais certaines parties de son corps qui ont été très abîmées par les abus et qui sont devenues des zones inaccessibles, cet homme n'a pas touché les parties du corps où elle a dit « j'ai pas envie qu'on y aille ». Je ne sais jamais, je ne sais pas si c'est le pied gauche ou l'oreille droite, j'ai pas d'idée, mais ce corps a une géographie particulière et cet homme le respecte. Et il fait bien l'amour et elle prend du plaisir. Elle s'en va à 4 heures du matin, il la laisse partir. Et pendant quelques mois, ils font l'amour dans cette chambre d'hôtel. Un beau jour, elle l'invite chez lui. Mais chaque fois, elle vit sous l'auspice de quelque chose qui va arriver, une catastrophe demain. Cet homme va se révéler abominable, comme le sont
tous ceux qu'elle a rencontrés avant, et jamais il ne déçoit. Cet homme est aisé, il a une société dans la région wallonne, et donc dans la partie francophone de Belgique. Et il lui dit, je t'ai acheté un appartement. Je l'ai mis à ton nom, donc tu peux y venir. J'ai pas les clés, t'es chez toi. Et petit à petit, quelque chose se noue entre eux. Il l'engage dans sa société, il a une société dans le Namurois. Le fait d'avoir une secrétaire bilingue est une véritable augmentation de son territoire de concrétude professionnelle. Et un beau jour, elle va s'installer chez lui. Il vit dans un petit château, dans la banlieue namuroise. Elle y est heureuse et il fait, après 7 ou 8 ans, une erreur. Laquelle? Il la demande en mariage. Et là, elle disparaît. Elle va se réfugier dans son petit appartement brugeois. Et lui ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et cette femme débarque dans mon bureau. Et elle m'explique en substance que si elle l'épouse, c'est comme si d'une éponge, elle effaçait toute sa mémoire. Elle veut que ses parents, d'abord, s'excusent. Parents dont elle n'a plus jamais eu le moindre signal. Plus jamais elle n'a franchi la frontière qui l'approche de la maison de ses parents. Elle ne sait pas s'ils sont vivants. Elle l'espère tout en le craignant. Et donc il y a toujours ce lien. Elle est toujours dans son histoire. Elle en est toujours animée. Ce n'est pas une histoire qu'elle raconte comme disant voilà ce qui m'est arrivé. Elle ne conjugue pas. Je ne sais plus qui d'entre nous réfléchissait sur la conjugaison, mais elle ne parle pas à l'imparfait, elle parle au présent. Et donc, elle est dans son histoire. Comment voulez-vous qu'elle se marie avec un homme et qu'elle soit heureuse à la surface du monde, montrant par là qu'elle est heureuse, si ça veut dire que cette histoire n'a pas existé. Il faut la faire revenir. Mais elle n'a pas envie de parler de cette histoire. Alors on va travailler là-dessus. Et elle me dit, je suis nouée. Et les métaphores qu'elle utilise, c'est comme si elle avait un nœud à l'intérieur d'elle. Alors je joue avec elle, et je lui dis, mais au fond, à un nœud, il y a 2 bouts de corde, vous en avez un à vous, qu'est-ce que vous pourriez faire? Et on va travailler sur tous les jeux de mots, le nez coulant, le nœud coulant, toutes sortes de choses, le nez coulant aussi, mais on va travailler sur cette métaphore du nœud, et elle va dire, il faut peut-être en parler à Édouard. Édouard, c'est le monsieur en Range Rover orange. Alors je reçois Édouard. Elle le fait venir. Il est charmant, ce monsieur. Il a toujours un pantalon d'une couleur invraisemblable. Il a une coiffure qui ressemble à celle de Trump. Mais chez lui, ça va bien. Il a une couleur de peau normale. Il n'a pas été badigeonné avec je ne sais quoi. Et il n'a pas de bleu sur les mains. Non, il est vraiment bien. Et on va jouer. Je vais l'inviter à jouer. Et donc, au volant de sa Land Rover, ils vont jouer. Il va rouler de Namur jusqu'à 15 km d'Arlon, puis il va revenir. Jusqu'à 10 km, jusqu'à 5 km, jusqu'à la frontière de la ville. Ils vont traverser Arlon la nuit, traverser Arlon à l'aube, et petit à petit, rentrer dans Arlon. Et l'idée, si vous voulez, c'est qu'à un moment, elle passera dans la rue de ses parents. Elle passera devant la maison où elle a été abominablement meurtrie. Et un beau jour, Édouard va sonner à cette porte et remettre une lettre écrite par celle que je vais appeler Jeannette. Elle est dans la voiture, tremblante, voyant son compagnon sonner et rendre une lettre. La femme qui sort ressemble un peu au nom de la chanteuse de hier, Hirsute. Elle est coiffée au pétard, elle est habillée avec des vêtements qui sont d'une fraîcheur modeste. Cette femme incarne quelque chose de dégoûtant. Elle va toutes les semaines se refaire les ongles. Elle a un coiffeur compliqué. Elle est habillée avec des vêtements de qualité et son compagnon a un pantalon frais écrasé. Framboise.
Et l'expérience va se répéter plusieurs fois. Et puis un beau jour, c'est elle qui va sonner à la porte. C'est des mois de travail. Et rendre à ses parents. Et elle dit à ses parents, voilà l'horreur que j'ai subie avec vous. Longtemps j'ai cru attendre de votre part un pardon, mais ce serait dépendre de vous. Je tiens à vous dire, voilà ce que j'ai vécu avec vous. Et maintenant mon histoire est terminée avec vous. Je vous rends ce qui vous appartient et je pars. La thérapie sera longue, mais ce que je veux dire, c'est que les mots ont été ciselés. Cette femme a travaillé des jours et des jours à écrire la lettre dans laquelle elle dit à ses parents, voilà ce que je vous rends. Tout ça ne m'appartient pas, c'est à vous. Et elle se marie bientôt. Et la fin de la thérapie approche et elle me dit, je veux vous rendre quelque chose. Et je ne sais pas ce qu'elle va me rendre, c'est dans bien temps, dans pas très longtemps, je ne sais pas, peut-être qu'elle va offrir un pantalon frais écrasé, je ne sais pas. Et c'est comme si on avait joué ensemble autour, justement, de ces mots qui disent, afin que ce qui a été vécu soit énoncé, qu'elle puisse se le raconter d'une manière qui ne l'abîme pas. L'histoire, c'est pas dire les choses, c'est dire les choses de telle sorte à ce que je puisse cohabiter avec cette histoire, avec laquelle je peux vivre, qui est mon histoire, mais je ne suis pas prisonnier de cette histoire. Cette histoire est une histoire que, quand je me la raconte, je ne suis pas en train de faire un aveu ou de parler de ma honte. L'histoire que je raconte, c'est une histoire où je raconte ma fierté, ma dignité. Je me suis relevé grâce à moi. C'est des mots dignes, c'est des mots élégants. D'ailleurs, je voulais vous parler de Gustave. C'est mon autre histoire. Gustave vit le drame de sa maman qui meurt très tôt. Son père se met en ménage avec une bonne femme. Et alors, comme je me suis déjà fait engueuler à Neuchâtel parce que j'avais utilisé le mot gros nichon, c'est une femme dont la nature a été généreuse entre les épaules et le nombril. Et qui, comment dirais-je, a tendance à utiliser cette protubérance pour différents avantages. Mais ce petit Gustave, régulièrement, sa belle-mère lui donne le bain, elle ouvre son chemisier, elle saisit le sexe du petit Gustave, le masturbe en le traitant de petit cochon, et elle lui dit « Montre-moi ton petit trognon ». Les trois mots sont terribles. Donc, mon petit trognon, donc elle s'approprie le sexe de Gustave. Petit, donc elle dit quelque chose sur la taille. Certains hommes sont inquiets autour de la taille de leur sexe, à peu près 100%. Et trognon, qui est un mot qui crée la confusion. Je vais recevoir cet homme-là, célibataire, malheureux de sa vie. C'est un scientifique, mais un vrai scientifique, hein, pas comme moi qui fait des sciences molles. Lui, c'est un physicien. Et chaque fois qu'il fait une métaphore, je ne comprends rien. C'est très mathématique. Et là aussi, cet homme me raconte combien cette histoire, il en est encore prisonnier. Alors ça, j'ai noté, parce que ça, je connais plus par cœur. Un scientifique, et je vais lui dire, on va jouer, si vous voulez bien, avec le mot trognon. Alors ce mot n'est pas simple. Dans son parcours, son père s'est rendu compte de l'abus sexuel auquel son fils était soumis. Il est allé porter plainte au bureau de police. Cette femme a été jugée, condamnée, elle a fait de la prison. Le papa a emmené son fils chez un thérapeute avec lui. Il a porté l'entière responsabilité. Et quand il rentre dans mon bureau, il me dit « Cette chose, tout est dit. Il n'y a rien à rajouter. » Si ce n'est que, de nouveau, il est dans cette histoire, prisonnier de cette histoire. Est-ce qu'on pourrait plutôt le faire passer
d'une histoire qui est dépassée. Alors il a l'adresse à laquelle habite son ex-belle-mère. Elle est sortie de prison. Et elle habite pas très très loin de mon cabinet, où en fait elle habite sur un coin, et son jardin est entouré par des murs qui donnent sur la rue. Et donc, premier jeu que l'on va faire, lui et moi, c'est qu'il va aller jeter des trognons de fruits par-dessus le mur de sa belle-mère, de son ex-belle-mère. Alors il a tout, hein, il a pris, il est très scientifique, hein, donc il a pris, j'ai noté, des poires Conférence, des poires Durando, des poires Doyenné, des poires Williams, des pommes Boskop, des pommes Golden, des pommes Granny Smith, des pommes Jonah Gold et des pommes prunes. Des prunes, des trognons de plume. Il va chaque fois jeter comme ça. Après un certain temps, à 3 heures du matin, à 2 heures du matin, et pour finir, il arrive à des heures où il y a un risque qu'elle surgisse chaque fois qu'il jette ce trognon. Et il rentre chez moi en me disant, au moment où il dit « j'ai jeté ce trognon », le mec vous dit qu'il a traversé l'Atlantique à la nage. Hein, ou moi qui réussis à ouvrir un ordinateur. Hein, c'est un exploit intersidéral. Hein, c'est exceptionnel. Quoi. Il raconte ça, il est fier. Quoi. Et on rigole beaucoup. On rigole beaucoup. Mais comme il est scientifique, je lui propose néanmoins de travailler le verbe. Et je lui dis, on va utiliser, si vous le voulez bien, le classement décimal de Dewey. Ça, c'est pour faire scientifique. Le classement décimal de Dewey, c'est un système de classification des livres dans les bibliothèques où il y a 10 classements. Philosophie, religion, langue, sciences pures, technique, beaux-arts et loisirs, littérature, géographie, histoire et généralité. Et Gustave va écrire 10 lettres. Une lettre philosophique sur les abus sexuels, une lecture religieuse. Enfin, il va travailler les 10 classements. Et il écrit 9 lettres qu'il porte dans la boîte aux lettres. La 10e, c'est la lettre généralité. Et à nouveau, il va sonner à la porte, il va rendre l'enveloppe et il va dire « c'est votre histoire, c'est pas la mienne ». Ces 2 histoires... Alors, Gustave est marié, il a 2 enfants. Et il m'envoie des lettres pas timbrées. Et c'est un jeu de mots entre lui et moi. Vous savez que la plupart des psys ont un rêve intime, c'est de devenir facteur, parce que ça s'occupe des timbrés. Bon. Et donc, il m'envoie des lettres pour me mettre au courant dans un rapport. C'est le service après-vente, c'est de thérapie. Tout ce que je viens de vous raconter est fondamentalement absurde. Je m'amuse dans mon travail à sortir de cette comptabilité de la vérité et de la certitude. Ces grains de poussière sur lesquels on joue, je suis noué, c'est un trognon, ne répondent à aucune catégorisation du DSM, à rien de tous les protocoles de soins. C'est une petite promenade absurde de désobéissance. Je vous invite aussi à Genève, parce qu'avec Robert Neuburger, nous faisons une journée à Genève, je ne sais plus quand, sur impertinence et humour, en octobre, je crois, quelque chose comme ça. C'est autour d'un défaut de fabrique que j'ai. Petit garçon, dans un cours de religion, j'étais dans une école, mon père voulait que j'ai une éducation éclectique, donc il m'avait mis dans une école très catholique. Il y a un cours de religion sur la fuite du peuple juif qui s'en va de l'Égypte, qui traverse la mer Rouge, il referme la mer Rouge, et le prof de religion, qui avait une soutane avec 300 boutons, raconte tout ça, et moi, du haut de ma curiosité, je dis, mais pourquoi ils n'ont pas utilisé, les Égyptiens, leurs sous-marins? Je suis d'accord que c'est une erreur anachronique. J'ai été chassé de la classe en étant insolent. Je ne comprenais pas le mot. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à mon père et à ma mère que j'avais été chassé de la classe pour insolent, ou qu'un des deux ne connaissait véritablement le mot. Quand ils ont cherché à comprendre, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il y avait un truc absolument obsolète qu'on appelle un dictionnaire. Ils ont été voir. Et donc mon père, il faut dire que mon père, c'est presque 2 mètres. Donc c'est un homme, quand il disait quelque chose, souvent il valait mieux écouter la fin. Et donc il m'a accompagné à l'école et il a demandé au prof de religion, mais pourquoi
Est-il été chez sa classe? Parce qu'il est curieux. En quoi est-ce que la curiosité est un vilain défaut? Et ça n'a jamais abouti. C'est la seule fois où mon père m'a accompagné à l'école, mais j'étais donc très très fier d'être insolent. Parce que mon papa, que j'aime beaucoup, m'a dit que tu dois être fier de cela. Alors je suis un homme insolent. Insolent, c'est un mot intéressant, vous savez. Ça vient de solaire, qui veut dire en latin avoir l'habitude. In solaire a donné 3 mots. Insulte, qui attaque l'habitude. Insolite, qui est étrange à l'habitude, qui est bizarre. Et insolent, qui questionne l'habitude. Je pense quelque part que tout en ne voulant pas me démarquer du travail de Niels qui me précédait, je crois que le monde dans lequel on est ne va pas bien pour, justement, cette absence de liberté par rapport au jeu. Tout est prévu, tout est calculé, tout est anticipé, tout est sous-maîtrisé. Bien sûr qu'il y a des accidents, comme l'accident de Crans-Montana, évidemment. Il y aura toujours des accidents, comme le disait Jean-Claude ce matin. Il y a toujours de l'imprévisible. Mais nous sommes dans un monde qui se veut un monde de la mesure. 2 hommes doivent nous inspirer par rapport à ça. Il y a Galilée. Galilée qui, au XVIIe siècle, nous dit que la connaissance de l'homme est illusoire. La connaissance de l'homme qui est basée sur l'idée que les choses dans la nature ont une odeur, une saveur, une couleur, qu'ils sont sonores, qu'ils sont agréables ou désagréables, tout ça est illusoire. La seule connaissance du monde est la connaissance objective des formes et des figures qu'on appelle la géométrie. Il faut donc oublier ce qui fait notre subjectivité. Descartes lui emboîte le pas. Descartes dit que le monde est calculable, le monde est chiffrable. Descartes a inventé un mot indéchiffrable. Il y a d'un côté les qualités premières. Les qualités premières, c'est ce qu'on peut mesurer, qui sont chiffrables. Et les qualités secondes, qui sont indéchiffrables. Chiffrable, c'est une feuille de papier, par exemple. Elle a un grain mesurable, une épaisseur, une hauteur, une largeur, une couleur, sur une gamme de couleurs qui peut être mesurée. Cela intéresse Descartes. Par contre, l'émotion que nous ressentons à écrire une lettre d'insulte, une lettre d'amour ou une lettre à un ami qu'on a perdu de vue depuis 20 ans, ce qu'on ressent à l'écriture est de l'ordre de l'indéchiffrable. Et comme Galilée, Descartes dit, il faut balayer cela. Il ne faut garder que la mathématique du monde. Je pense que le grand drame des psys, c'est qu'on nous emmène sur des territoires où nous devrions chiffrer le monde. Nous devrions le calculer. Nous devrions produire du prévisible, du calculable, du mesurable. Dans ces 2 petites histoires sans importance, celle de Jeannette et celle de Gustave, celle de ces promenades nocturnes dans la ville où elle a vécu l'horreur, ou pour Gustave de jeter des trognons de toutes les gammes possibles par-dessus le mur de la chambre, du jardin de sa belle-mère. Vous voyez, c'est très difficile de présenter ça à un comptable qui vous dirait bon, on va mesurer votre travail de psychothérapeute. Et je vous dis ben voilà, le 13 juin, il a acheté un trognon de poire. Il allait beaucoup mieux quand il est passé au trognon de pomme. Alors je ne vous dis pas le bénéfice qu'on a eu de sauter au trognon de prune. Là, on était sur des sommets absolus. C'est absurde, bien sûr. Je me permettrai, parce que je sais pas, de terminer sur la conceptualisation qui est la mienne par rapport à ça. C'est le théâtre antique grec. Il y a 3 figures dans la comédie. Vous savez que donc, comédie et tragédie veulent dire tous les 2, dans la même langue, mais classique ou traditionnelle, la mort du bouc. Dans la littérature, la notion de bouc émissaire est un mot qui vient de la tradition juive. La tradition juive, elle est intéressante parce qu'elle pose la question de la mémoire et de l'oubli. Dans les communautés, vous savez que la différence entre une Bible et une Torah, c'est que la Torah se déplie. Elle se déroule, elle se déroule, elle se déroule. Et lorsque vous déroulez, vous faites ça. Le bruit n'est pas prévu. Vous ouvrez vos bras, vous respirez quand on ouvre. Et à force de déplier, cette Torah, elle finit par s'abîmer.
On ne peut pas détruire une Torah usée. Mais on peut l'utiliser de certaine manière, dans certains villages anciens qui ont été détruits par le nazisme. On donnait un morceau de papier à chaque membre de la communauté. Il écrivait sur la partie opposée ce qu'il avait envie d'oublier, ses petits mensonges, ses petites trahisons, ses petites horreurs. On met ça on va porter ça au rabbin qui le plie d'une certaine manière, qui le met dans un sac, on ferme le sac. On le loue sur le dos d'un bouc et on emmène le bouc mourir au loin. Il emmène avec lui le bouc émissaire, ce dont on veut se débarrasser. Le théâtre parle un peu de cela. Le théâtre, tragédie et comédie, sont en fait des excès qui sont mis en face devant nous et on fait quelque chose pour que ça aille mourir au loin. Que ce soit dans la tragédie, où pour finir, le héros malfaisant va mourir, ou dans la comédie. La comédie, voyez-vous, il y a 3 personnages. Il y a Chomolodon, il y a Alazon et il y a Héron. Ce sont les 3 figures emblématiques du théâtre classique ancien. Le premier, Chomolodon, c'est le bouffon. Le deuxième, c'est Azalon, c'est le fanfaron. Et le troisième, c'est Héron, c'est le farceur. Héron, c'est celui qui va, par son nom, amener un mot dans la langue française qu'on appelle l'ironique. Héron, c'est celui qui va faire éclater par son savoir le fanfaron. C'est vous qui êtes assis dans votre fauteuil dans un théâtre, vous voyez arriver un cocu qui rentre subrepticement dans la chambre de sa femme qui est dans son lit en pleine transpiration. Elle se dit « Où il est l'amant ?» Il ouvre toutes les armoires mais pas la bonne. Nous on sait où est l'amant, on l'a vu. On l'a vu. Et cet homme ne voit pas. Et il va croire les arguments de sa femme. Nous savons ce que lui ne sait pas. Et l'ironique, c'est celui qui fait voler en éclats ce que nous ignorons par le savoir. L'humour, la désobéissance, le jeu avec les mots, tout ce que j'ai essayé de vous décrire, c'est à mon sens la manière que nous avons de résister à cette opacité dans laquelle on essaye de nous plonger, par tous ces changements et ces crises qui nous font croire que le monde s'assombrit, m'inspirant de mon épouse qui, un jour traversant une rue, un conducteur s'est arrêté et lui a fait un signe de remerciement, me disant avec intelligence « J'essaye de poser des petits grains de gentillesse dans le monde pour le rendre un petit peu plus sympathique. » Je pense, moi, quelque part, dans notre travail de systémicien, nous devons prendre cette place, pas du bouffon, pas du fanfaron, laissons cela à Trump et à Boutine, mais la place de l'héron, du farceur. Le farceur, il vient avec l'humour. Il n'y a rien de plus sérieux que l'humour. L'humour, pour reprendre la phrase de Baudelaire, il est, comment dirais-je, satanique, disait Baudelaire. Ce n'est pas du tout qu'il est en train de penser au diable, mais vous savez que dans la construction du monde, nous avons 2 mots qui s'opposent. D'un côté, symbole, et son opposé qu'on appelle diabole. Symbolique, ça veut dire réunir les choses, les rassembler. Hein, c'est un 2 messagers qui devaient se transmettre un message. On cassait une assiette à deux. Chacun avait un morceau de l'assiette, et quand ils se retrouvent pour être sûr qu'ils amènent le message au bon endroit, on emboîte les deux morceaux, ça fait symbolème, ça se réunit, ça crée un tout. C'est la paupière du haut qui rejoint la paupière du bas. Il y a un emboîtement parfait, symbolique. Le contraire de symbolique, c'est diabolique. C'est qui ouvre. C'est pour reprendre les mots qui ont été proposés à la fois par Vincent de Goléjac ou encore par Anne de Kayser hier, c'est d'ouvrir, de produire de la différence. C'est les propos qui ont été dits ce matin par Catherine Denis ou encore hier par d'autres orateurs sur produire de la différenciation. L'humour, voyez-vous, c'est de produire du savoir. Et le savoir, c'est le meilleur outil pour démystifier, pour s'éloigner de la croyance. Permettez-moi de finir sur un tout petit mot pour vous montrer ce que je veux dire par là. Ceux qui, par malheur, m'ont déjà entendu la connaissent malheureusement. Connaissez-vous la différence qu'il y a entre un ramoneur
et une hermine. Alors, l'hermine, je vous demande un petit travail d'imagination, est un animal blanc avec une queue noire. Donc vous visualisez, il a un corps blanc et une queue noire. Alors qu'un ramoneur, c'est un monsieur tout noir avec une petite échelle sur le dos. Probablement que certains d'entre vous, emportés par leur obscurité sexuelle, ont imaginé que j'allais terminer en disant par une queue blanche. L'humour a cette fonction de casser nos prédictions, de nous permettre de sortir du prévisible, de l'enfermement, de la certitude, de l'absolu. Et je crois qu'en tant que thérapeute, c'est notre métier. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne peux pas m'empêcher, mais je vais mettre un petit élément de difficulté supplémentaire. Pourquoi Milei a-t-il été élu ? Je crois qu'il faut demander, je vais refaire comme Vincent de Goléjac, il faut demander aux Argentins, mais j'en ai pas la moindre idée, je suis horrifié par cela, je suis horrifié par ces, à mon sens, j'en ai pour une heure, hein. Je pense personnellement qu'il y a une culture de la peur. C'est de cela dont j'essayais peut-être de parler au plus. C'est que nous sommes enfermés dans un quotidien de peur. Lorsque tous les matins on se réveille pour voir ce que Trump a fait, c'est pas tout à fait ça. On est constamment confronté à la peur. Et quand on a peur, on a deux attitudes possibles. Et je pense que, comme le disait Catherine Denis ce matin, les hommes humiliés et les femmes humiliées ont voté Trump, mais Trump est aussi un banquier de la colère. Un homme qui dit, ou Milei, ou Poutine et tous ces connards, je vais encore me faire allumer, toutes ces personnes dont l'intelligence semble présenter des limites, je pense quelque part qu'ils viennent avec une réponse et ils disent « Confiez-moi votre peur, confiez-moi votre colère, et je vais en faire quelque chose. » C'est des banquiers de la colère. Et la colère, c'est votre prochain colloque, et j'en aurai pour une heure à répondre là-dessus. C'est bien, tu nous simplifies la tâche, tu nous donnes le thème déjà maintenant. Y a-t-il des questions ? Allez, le tout premier rang ou milieu ? Ah, super. Juste là. Je vous entends pas. Merci. Bon. Il me semble qu'à un moment donné, vous avez commencé à dire quelque chose, puis j'étais en attente de la fin de votre réflexion, quand vous avez dit, justement, je me rappelle pas exactement, mais justement, toutes les difficultés, tout ce qui semble aller si mal aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient nous chercher pour questionner, et puis qui vient dire que justement, il faut passer le mur pour aller vraiment dans une autre direction. Je sais pas, vous avez commencé à vous exprimer dans un sens, je me disais, ah. Oui, mais enfin, il y a une différence entre vous et moi, c'est que vous avez écouté ce que je dis, pas moi. Donc c'est assez délicat de vous répondre à ce que j'ai dit, parce que moi, j'ai pas écouté. C'est ça que j'essaye de dire par rapport à ça. C'est-à-dire, quelque part, qu'on doit, dans le travail systémique... Mon hypothèse est à vos 2 francs. Hein. Je pense que cette obscurité qui nous accompagne, puisque tous ces fachos, de manière diverse et variée, mettent de l'obscurité dans le monde, je pense qu'ils déposent, par infiltration discrète, les choses qui viennent perlaborer dans notre vie, dans notre cœur, dans notre inconscient, viennent se déposer à l'intérieur de nous, à notre insu. Et donc, face à cette pollution de notre âme, de notre joie de vivre, de notre capacité à supporter l'imprévu et l'incertitude,
tout à coup, on vient obscurcir cela. Donc je crois, moi, quelque part, qu'à chaque fois que l'on est freiné par quelque chose, c'est là qu'on doit surréagir, qu'on doit aller à l'encontre de cet enfermement, pour reprendre cette formule de Victor Hugo, cette assignation à résidence, tout ce qui nous est proposé comme une certitude. Alors, probablement pour construire un pont ou pour se faire opérer par un chirurgien, ce que je suis en train de dire est totalement absurde. J'aimerais pas que le chirurgien dise « bon ben, ça saigne, on va faire une réunion, on va voir ce que ça veut dire ». Non, là je préfère qu'il sache. Le mec qui construit un pont sur lequel je passe avec ma voiture, je suis content que quand j'arrive de l'autre côté, l'ingénieur se dit « waouh, cette fois-ci ça a été ». Non, j'ai envie que quelque part le pont soit sûr. Mais dans le métier qu'on fait, dans l'infime relationnel, pour refaire ce que Vincent de Goléjac disait hier, retissons du lien, il faut que les mots ne soient pas des mots qui nous enferment. Il faut ouvrir. Et quand vous racontez une blague, vous savez, il y a toujours quelqu'un pour vous dire « Comment tu fais pour t'en souvenir ?» Parce que moi, je ne m'en souviens pas. Moi, je suis atteint d'une pathologie assez grave, assez incurable, je crois. C'est que je ne m'oublie pas les blagues. Et je les utilise dans mon métier parce que justement, ça fait éclater les choses. Quand on rigole, on éclate de rire. On fait éclater les choses. Et au moment où on produit ce moment-là, ça s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Je ne suis pas francophone d'origine. J'ai des morceaux de mots, des mots qui ne sont pas toujours au bon endroit. Et sans ma femme, toutes les lettres que j'écrirais seraient remplies d'absurdités. À certains moments, je dis aux gens, mais attendez, j'ai pas compris ce que vous avez dit, racontez-moi autrement. Et donc, jouant un peu, parce que maintenant le français ça va, mais néanmoins, je joue quand même sur cette vieille habitude de dire ce mot-là, je ne le connais pas, donnez-en-moi un autre. C'est un peu la même chose. Il y a mille manières de dire une chose. À force de les dire autrement, on les formule autrement, on sort de sans quoi on s'est alourdi. Et dernièrement, j'assistais, bon, vous aurez compris que c'est une de mes inquiétudes, à une journaliste qui demande à Trump quelque chose et il la traite de truie. Et donc il l'enferme dans quelque chose de terriblement habituel chez les menaçants. C'est nous avons une biologie, nous avons un corps, mais nous faisons tout pour nous éloigner de ce corps. Notre dimension biologique, même si elle se rattrape à nous parce qu'on perd ses cheveux, parce qu'on marche moins vite, parce qu'on est malade et parce qu'un jour on mourra, cette biologie, néanmoins, on tente de s'en échapper. On n'a pas envie d'être prisonnier de cette assignation au corps. Donc la faim a été remplacée par la gastronomie, le froid a été remplacé par la mode. Même la mort est une chose terriblement humanisée. On inhume nos morts. On ne demande pas l'avis du mort, hein, ça ne sert à rien pour le mort, mais pour les vivants, c'est une manière d'habiller ce qui constitue la biologie de l'homme, l'animalité de l'homme, son corps dans son animalité. Et quand on insulte quelqu'un, on le rabaisse à un niveau, soit les cochons, soit les ânes, soit les excréments, nous ramener à cette biologie. Et quand on joue avec les mots, ben, on s'éloigne du biologique et on trouve quelque chose qui ressemble à de la liberté. Et je crois qu'aujourd'hui, le sentiment de liberté, quand moi, personnellement, quelqu'un me dit quelque chose qui m'enferme, je ne peux pas faire autrement que de dire une connerie pour m'en libérer. Et je l'ai commencé très tôt. C'est un souvenir personnel qui m'accompagne avec joie et bonheur. C'est qu'à l'époque où j'étais petit, quand on prenait le train, il fallait un ticket pour rentrer, il fallait un ticket pour sortir. Donc au sortir du train, il fallait tendre son ticket au contrôleur qui récupérait les tickets. Et petit garçon, je marche devant mon père et ma mère et le contrôleur me tend la main pour avoir mon ticket, mais je ne comprends pas et je lui prends la main et je dis « Bonjour monsieur ». À l'époque, les contrôleurs, ils avaient toutes sortes d'appareils autour d'eux pour montrer que c'était des gens importants. Ils avaient un képi, ils avaient plein de trucs. Les contrôleurs de train, c'était une profession considérable. Et donc, en lui serrant la main, les hommes n'avaient pas quoi faire. Et ce moment-là est un moment d'émerveillement. Quand tout à coup, le monde s'ouvre par la légèreté et l'insouciance, plutôt que de se fermer par l'obscurité.
Merci beaucoup. Je ne sais absolument pas de quoi vous parliez. On a encore le temps pour... Merci beaucoup, Jean, pour cette intervention et puis l'accompagnement de ces 2 journées. Une question que je me posais, c'est que, alors je ne sais pas si vous exercez encore en thérapie, comment vous dites aux gens... Dépêchez-vous parce que je dois rentrer à l'EHPAD, là. Voilà, bien, super. Est-ce que vous dites aux gens, comment vous dites aux gens que vous allez utiliser cette légèreté? Comment vous allez utiliser... Comment vous dites aux gens que vous allez utiliser l'humour, que vous allez utiliser cette légèreté quand ils vous amènent des choses extrêmement lourdes et difficiles? On m'avait dit que je devais être court. Ça commence, si vous voulez, professionnellement. D'abord, j'ai le privilège énorme de connaître un monsieur qui s'appelle Ziggy Hirsch, qui est un homme exceptionnel, qui un jour m'a dit... Il vient écouter mes conférences, non pas pour le sujet, il s'en fout, mais il vient écouter mes blagues. Et moi, j'écoute les siennes. Donc, c'est un fournisseur. Et donc, c'est le premier qui m'a validé. Le deuxième, c'est Robert Neuberger, qui, un de ses livres, a noté ça. C'est un des jours de bonheur de ma vie. Des gens importants pour moi m'ont validé dans cette fonction. La deuxième chose, c'est que je suis le fils de mon père. Mon père est un homme qui a beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il en est rentré de tout ce que cela pouvait présenter comme un résistant, mon père. Petit résistant, mais résistant quand même. Il transportait des grenades et du courrier, des choses comme ça. Il a été arrêté, il a été ennuyé par la Gestapo. Et il est rentré avec une souffrance et une blessure qui a fait que la vie, pour lui, n'était pas véritablement quelque chose de sérieux. Et j'ai vu mon père inlassablement, à n'importe quel moment de sa vie, rire quand j'étais petit et que je marchais à la main de mon père, en tenant la main de mon père, qui était un grand monsieur. Il faisait des blagues en rue, en voyant les gens. Un des grands plaisirs de mon père, c'était de nous emmener sur une terrasse de café, et puis on voyait les gens arriver au loin, et puis ou mon père, ou moi, ou ma mère, on devait raconter l'histoire. Et si plus c'était n'importe quoi, mieux ça allait. Donc c'est une question d'entraînement. Je crois que j'ai appris à dire des conneries avant de marcher. La troisième chose, c'est que j'ai travaillé en cancérologie et en médecine infectieuse, où j'ai fait des ADF. ADF, c'est un mot qui veut dire annonce de diagnostic fatal. Bonjour monsieur, bonjour madame, votre enfant va mourir. C'est un métier un peu difficile. Je crois que j'y suis jamais arrivé. Mais en sortant de là, vous êtes chargé d'électricité comme c'est pas possible. J'ai commencé à travailler en oncologie digestive. Et lors de la première réunion d'équipe, je suis un jeune psychologue, un peu avec un sentiment d'imposture. Mon diplôme, je ne suis pas sûr qu'il soit vrai. Et puis si jamais ils me posent des questions, ils vont se rendre compte que je ne sais rien. Et durant la première réunion, le patron de l'équipe, qui est un homme extrêmement élégant, qui est baron, qui a un nom à rallonge, qui est français, qui parle avec des intonations que je n'aurais jamais en disant très cher, pendant la réunion, il pète. Mais un truc... il se penche et il lâche un truc et personne réagit. Tout le monde clope à l'époque, on fume dans les hôpitaux et il lâche cette caisse et c'est un peu surprenant et à la fin de la réunion il me dit très cher, venez dans mon bureau. Je dis ça y est, j'ai déjà perdu mon emploi. Et je rentre dans son bureau et il me dit vous aviez l'air surpris très cher pendant la réunion. Situation un peu délicate, vous avez 25 ans. Et il faut dire à votre patron, on pète pas en réunion, connard. Et il me dit, peut-être sont-ce mes flatulences. Alors du bout des lèvres, je lui dis, mais oui. Sachez, cher ami, que vous êtes en gastro-entérologie. La question fondamentale qu'on va se poser, c'est vidange. Est-ce que le trait a vidangé? C'était une question, donc il faut vidanger. Donc cet homme m'a appris le mot vidange. Quand vous sortez d'une chambre vous avez annoncé la mort imminente de quelqu'un, si on vous touche, la personne est électrocutée, tellement vous êtes chargé de tension dans les mâchoires, dans les épaules,
dans tout votre corps résiste à cette violence parce que c'est naturellement pas possible. Donc si un collègue, vous retrouvez un collègue dans l'arrière-boutique, donc derrière la bulle des infirmières, vous retrouvez, on prend du café, n'importe quelle connerie vous fait avoir un éclat de rire, un fou rire absolument. Et je rentrais le soir à la maison et fier de mon fou rire, je venais voir mon épouse en disant « je vais te raconter la bonne blague ». Et elle me regardait avec un regard que je l'adore, qu'hélas, elle me regardait en disant « ça t'a fait rire ça hein ?» C'était vraiment un phénomène de vidange, un phénomène de joie. Et donc, fort de tout ça, je pense que c'est d'abord, maintenant, beaucoup de gens le savent, donc soit les gens disent il ne faut pas aller chez lui parce que c'est un fanfaron, alors que ce n'est pas vrai, je suis un farceur. Je ne vais pas rire dès le premier instant, je vais pas, des fois ça m'arrive, mais c'est quelque chose avec lequel je viens, je ne sais pas comment je fais, mais je vais jouer, parce que les mots me plaisent, parce que les mots, non pas dans les abscus, mais dans le choix du mot, va être quelque chose avec lequel je vais... Mais il y a plein d'endroits où je ne le fais pas, parce que c'est interdit, parce que je vais... C'est comme tout objet flottant, comme tout outil qu'on utilise dans son travail de psychothérapeute, à certains endroits, il n'est pas opportun. Mais assez régulièrement, il est tellement présent dans ma manière de penser le monde. J'ai été en souffrance dans mon corps il y a quelques années. Le privilège extrême que j'ai d'avoir pu dépasser cette maladie, c'est qu'aujourd'hui, je choisis les gens avec qui je peux travailler. Il y a des gens avec lesquels je n'ai pas envie de travailler parce que je sens qu'ils vont me plomber dans mon humour, dans ma manière d'être au monde. Et c'est la seule réponse que je peux vous donner. Mais la chose fondamentale, c'est que nous sommes 200 dans la pièce, nous sommes 200 à avoir de l'humour. Il n'y a pas que moi ou quelques-uns qui se définiraient comme porteurs d'humour, nous sommes tous porteurs d'humour. Nous ne serions pas capables de penser si nous n'avions pas utilisé l'humour dans notre vie. Je l'ai pensé le jour où mon fils Simon, magnifiquement beau, c'est mon fils, hein, mais bon, hein, est venu et il m'a dit « T'es gros, c'est pour rire ». Ça veut dire tu peux pas me faire un commentaire sur ça, puisque c'est... Donc j'ai essayé avec mon inspecteur fiscal, ça marche moins bien. Merci, on arrive au bout du temps des questions. On te remercie beaucoup, Jean. Voilà. Et je crois qu'ils ont triché un petit peu. La photo, le dessin a été préparé un petit peu par avance. Il va s'afficher. Comme l'on arrive à la fin de ces 2 jours, j'inviterai Benoît à venir aussi sur scène pour qu'on puisse l'applaudir pour tous ses dessins.